Comment une ONG peut-elle participer à l'amélioration de la protection des droits des personnes LGBTQI? Une des façons accessibles pour le faire est d'avoir recours aux procédures spéciales des Nations Unies. Il s'agit d'une excellente opportunité pour dénoncer les violations de ces droits auprès des personnes expertes à l'international. Les procédures spéciales sont des mécanismes mis en place par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et dirigés par des personnes expertes indépendantes qu'on appelle aussi rapporteurs spéciaux ou titulaires de mandat. Leurs rôles principaux sont d'analyser et de diffuser des informations sur les violations des droits humains. Ces personnes expertes évaluent la situation sur le terrain, formulent des recommandations au gouvernement, font des visites sur le terrain et élaborent des rapports sur des sujets précis pour orienter les normes internationales. Il existe deux types de mandats, le mandat par pays et le mandat par thématique. Le mandat par pays sert à faire rapport de la situation des droits humains sur un territoire en particulier, tandis que le mandat par thématique se concentre sur un enjeu spécifique en matière de droits humains. En tant que membre de la société civile, vous pouvez recourir aux procédures spéciales pour faire du plaidoyer international. Les procédures spéciales ont comme avantage d'être accessibles et flexibles. Il n'est pas nécessaire d'avoir préalablement fait des démarches au niveau interne. Il n'est pas exigé que le pays concerné ait ratifié des traités en particulier, ni que votre organisation ait un statut consultatif pour soumettre des informations. Un autre avantage des procédures spéciales est leur indépendance vis-à-vis des États. Cette indépendance leur permet d'interpeller les gouvernements sur des questions politiquement sensibles et de traiter de cas individuels. En tant qu'ONG, votre rôle est crucial. Vous êtes les sources d'informations principales sur le terrain afin de guider le titulaire de mandat, notamment dans le cadre de visites sur le terrain, dans l'élaboration de rapports thématiques et surtout dans la formulation de communications à l'État. Par exemple, en 2023, à l'aide de contributions écrites, l'expert indépendant Victor Madrigal avait publié un rapport thématique sur les effets de la colonisation sur les droits des personnes LGBTQI. Il existe 3 types de communication. L'appel d'urgence concernant des violations en cours ou susceptibles de se produire, la lettre d'allégation et la communication de politique législative. Les communications permettent aux titulaires de mandat d'aborder une ou des questions de violation auprès d'un gouvernement guidé par les informations ou les allégations que vous soumettez. Il existe un questionnaire qui facilite l'examen des violations par les personnes expertes. Vous pouvez également contacter directement les titulaires de mandat en envoyant un courriel à l'adresse officielle de la procédure spéciale concernée. Enfin, vous pouvez aussi contacter directement le Haut-Commissaire aux droits de l'homme. Indiquez dans l'objet du courriel si la situation est urgente et à quel titulaire de mandat vous souhaitez adresser vos informations. Sachez toutefois qu'à la suite de votre soumission d'informations, vous ne recevrez pas forcément de réponse. Il n'y a donc aucune garantie qu'une communication sera envoyée à l'État. Vous pouvez également jouer un rôle important de collaboration lors de visites sur le terrain. Ces visites permettent aux titulaires de mandat d'entrer en contact avec la société civile et de comprendre le contexte dans lequel se produisent les violations des droits humains. Il existe deux types de visites sur le terrain, formelles et informelles. Une visite formelle est menée lorsqu'une invitation est lancée par l'État et donnera lieu à un rapport et des recommandations. Vous pouvez faire pression sur votre gouvernement pour qu'il lance une invitation à une procédure spéciale. Si votre gouvernement refuse de le faire, vous pouvez inviter un titulaire de mandat à participer à une conférence ou à un événement pour qu'il effectue une visite informelle, mais aucun rapport ne sera produit. Vous pouvez également écrire à un titulaire de mandat pour l'inciter à effectuer une visite en partageant des sujets de préoccupation qui expliqueraient pourquoi une visite serait pertinente. Une fois une visite annoncée, les titulaires de mandat peuvent solliciter des contributions écrites de la société civile. Les appels à contributions sont publiés sur le site web de la procédure spéciale. Il est également possible de faire une demande de rencontre avec le titulaire de mandat en écrivant à l'adresse courriel officielle. Ainsi, vous pouvez lui faire part de violations des droits des personnes LGBTQI
ou simplement lui partager vos connaissances sur la situation des droits humains. Enfin, vous pouvez sensibiliser la société civile et l'opinion publique à la venue d'une procédure spéciale. Après la visite, vous pouvez continuer à vous impliquer dans le suivi des recommandations émises par le titulaire de mandat en lui fournissant des informations actualisées sur la situation des droits humains. Les rapports thématiques contribuent au développement des droits humains. Vous pouvez porter à l'attention d'un titulaire de mandat des thèmes qui pourraient faire l'objet d'un rapport thématique. Par exemple, en vous alliant à d'autres ONG. Une fois un thème arrêté, le titulaire de mandat lancera une invitation à contribution de soumission écrite sur le sujet. Ces invitations sont publiées sur le site web lorsqu'un rapport thématique est en préparation. Il existe 45 procédures spéciales thématiques de l'ONU. Voici 8 mandats qui nous semblent particulièrement pertinents pour la défense des droits des personnes LGBTQI. Il existe un mandat que vous devriez considérer en priorité. C'est celui de l'expert indépendant sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. On l'appelle aussi l'expert SOGI. L'actuel titulaire de ce mandat est M. Graham Reed. L'expert SOGI vérifie si les États respectent les normes internationales pour protéger les droits des personnes LGBTQI. Il a donc pour mandat d'identifier les moyens les plus efficaces pour protéger les personnes victimes de violences et de discrimination en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Il a également pour rôle de sensibiliser l'opinion publique et d'encourager les gouvernements à prendre des mesures concrètes pour protéger les personnes LGBTQI. Vous avez la possibilité d'aider l'expert SOGI en lui transmettant des informations pertinentes sur la situation des droits des personnes LGBTQI dans votre pays et en soulevant des enjeux qui méritent d'être mis en lumière. En tant que membre de la société civile, vous possédez des connaissances concernant la situation des droits humains qui proviennent directement du terrain. La collaboration avec les procédures spéciales est sans aucun doute une action de plaidoyer essentielle à avoir dans votre coffre à outils. The UN Independent Expert on Protection Against Violence and Discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity. I say the whole title because the component of violence and discrimination is absolutely central to the work of the mandate. And there are different methods of work that I'll outline briefly. One is to produce thematic reports, one of which is presented to the Human Rights Council and the other to the UN General Assembly. Another aspect of the work of the independent expert is what is termed communications. And this is formal communications with states about a variety of issues. One instance can be an urgent human rights situation that would require an urgent appeal to the state to intervene to ensure that a life-challenging situation is addressed. Another would be pointing out a more systemic human rights situation that needs to be addressed. And thirdly, a commentary on laws or policies that have problematic human rights provisions. And the final area of practical work are country visits. Now, for the independent expert to visit a country, I need to apply to be invited. And so that limits the number of countries that I'm able to visit because it's only those countries who are willing to host a visit from an independent expert or a special rapporteur who makes that possible. In many ways, the creation of the mandate of the independent expert on sexual orientation and gender identity was the outcome of decades of activism by NGOs across the globe who pushed for increased recognition of the kinds of human rights abuses based on sexual orientation and gender identity that occur systematically across the world but haven't been addressed in a consistent and systematic fashion within the UN system.
and NGOs remain a vital component of the work of the independent expert. Some practical examples is when I draft a report, a thematic report, and I've mentioned one report that I've produced last year looking at freedom of association, freedom of peaceful assembly, and freedom of expression, is that it's vital that NGOs from different parts of the world contribute to that report by submitting material that relates to that particular theme on that particular report. And one of the things I've noticed in my role is that the submissions received are often skewed towards Europe and North America, and less submissions are received from other parts of the world. And this then leads to a situation in which the full representation of experience across the globe is not adequately reflected in the report. When I'm drafting a report, I rely almost exclusively on the submissions that I receive based on the call for input that goes out well in advance of drafting the report. And so one of the very practical ways that NGOs can contribute to the work of the independent expert is to provide that kind of information that can then be included in the report. And NGOs are very well placed to do that because they are the people closest to the kinds of human rights violations that are occurring in their particular context, and are best placed to provide that kind of first-hand account and the data that goes with it that then can be incorporated into thematic reports. NGOs are also the eyes and ears on the ground that can report on human rights abuses that are taking place. These may be urgent situations, a life-threatening situation, and there's a mechanism online to issue a complaint to the independent expert for their attention to act on that in a way that is in the form of a communication to that particular state. Another area of engagement for NGOs is to draw the independent expert's attention to particular human rights situations, whether these are urgent or ongoing, or a particular law that has provisions in it that requires the intervention of the independent expert. There is an online mechanism whereby individuals can register a complaint for the attention of the independent expert. But I rely on those complaints in order to understand what the particular situation is in a particular setting in order to act on it. So that's another way in which NGOs can assist with the work of the independent expert. All the reports that are produced by the independent expert have a set of detailed recommendations for states to act on. And one of the roles of civil society is to monitor the extent to which these recommendations are implemented or not by the state. So that's another area in which NGOs play a very important role in the ongoing work of the special procedures and ensuring that recommendations are implemented. It's important to point out that there are many different mandate holders across a range of different human rights issues, and sometimes, for example, the Special Rapporteur on Human Rights Defenders, or the Special Rapporteur on the Right to Education, or the Special Rapporteur on the Right to Health might be the appropriate special procedure to issue a complaint or to draw attention to a particular human rights issue. It's often the case that mandate holders will work together to address a particular situation that is relevant to their area of work. So it's not just around the focus on violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, but a range of different cross-cutting issues that can be addressed by different mandate holders. And sometimes politically, it is easier to be addressing a particular issue from a different vantage point rather than one based on sexual orientation and gender identity, particularly in environments in which there's a lot of hostility towards questions around sexual orientation and gender identity.